Bonjour, Pascal Schmitter, Crédit Mutuel Investment Manager. Bienvenue à ce énième webinaire. C'est maintenant une habitude, vous venez nous rejoindre pour prendre des nouvelles. Alexis Bossard est avec nous, gérant de Crédit Mutuel AM Pierre, un fonds Action Europe, je le rappelle, un fonds de société immobilière cotée européenne. Je rappelle que c'est un fonds qui a un SRI de 6, qui a aujourd'hui un actif net autour de 112 millions d'euros. Une performance 2020 juste un peu en dessous de 6%, on y reviendra. Un year to date un petit peu négatif, Alexis l'illustrera et bien évidemment c'est ce qui nous permettra de nous projeter positivement pour 2021. Je rappelle quand même que c'est un fonds à regarder sur une durée de détention quand même moyen terme, puisque sur 3, 5 et 10 ans, les performances sont quand même très éloquentes, 23%, 40%, 120% sur 10 ans. Des choses quand même assez agréables à regarder. Voilà, alors ce que je vous propose peut-être, c'est déjà de passer la parole à Alexis pour qu'il nous fasse, on s'était vu en novembre, on n'avait pas complètement parlé de 2020, donc l'occasion est bonne pour compléter l'année 2020 en termes de performance réelle, et d'illustrer déjà dans un premier temps un petit peu le year to date 2021, Alexis. Bonjour Pascal. Alors effectivement, on avait déjà abordé donc le bilan un petit peu de l'année 2020 en amont, avec effectivement une crise du coronavirus qui a été particulièrement l'élément marquant de cette année, et un secteur de l'immobilier coté qui a sous-performé, puisque comme le mentionnait Pascal, on a un secteur qui a baissé de 10% au cours de l'année 2020, mais ce qui est surtout très important, et ce qu'on essaie de mettre en avant la dernière fois, c'était les contrastes au sein des sous-segments de l'immobilier coté, avec d'un côté des perdants un peu évidents, l'hôtellerie et les centres commerciaux qui avaient donc fermé leurs portes pour la plupart d'entre eux, et des baisses de loyer donc comprises entre moins 20 et moins 30%. Des perdants un peu moins évidents, les actifs de bureau, donc qui étaient identifiés sur les graphiques que vous voyez en vert avec Colonial ou ICAD, où on avait justement une baisse des performances autour de 30% suite justement à la généralisation du télétravail et le phénomène de digitalisation. Et de l'autre côté, les grands gagnants, le résidentiel par rapport à son caractère plutôt défensif, et la logistique, qui est un gagnant un peu évident, qui bénéficiait justement de la croissance du e-commerce suite à cette crise du coronavirus. L'élément déclencheur, ça a été la découverte du vaccin. Qui dit vaccin dit perspective d'un retour à la normale, perspective d'un retour à une vie normale, plus normale. Et effectivement, les marchés se sont beaucoup plus focalisés sur les secteurs les plus cycliques. Et au sein de l'immobilier coté, effectivement, on a eu un rebond également des segments les plus cycliques. À commencer donc avec cette parabole d'un personnage très connu il y a plus de 2000 ans. Les derniers sont devenus les premiers et les premiers sont devenus les derniers. Sur le graphique, finalement, quand on reprenait en 2020, la conclusion qu'on avait eue avec Pascal, c'était qu'on a eu effectivement une rotation value par rapport à grosse. Donc effectivement, on a privilégié les valeurs value en fin d'année. Pour autant, on n'a pas encore eu d'effet ciseau. L'année 2021 démarre, on reste sur cette tendance dans une moindre mesure, effectivement, puisque le vaccin, vraiment, ça a été très rapide au mois de novembre. Le vaccin a eu vraiment un effet dynamitant pour les valeurs value. Pour autant, on reste aujourd'hui encore sur l'année 2021 sur une tendance où les valeurs plutôt cycliques value surperforment par rapport aux valeurs plus défensives. L'élément intéressant par rapport à 2021, c'est la sous-performance du secteur qui reste finalement dans des zones encore négatives. Donc on mentionnait le real estate que vous voyez sur le graphique. On est en baisse de moins 3,7% depuis le début de l'année. Et on voit finalement ce fort contraste, cette dichotomie entre les segments les plus cycliques, les plus value, les banques, les matières premières ou encore l'automobile qui performent de plus de 20% ou plus de 15% depuis le début de l'année. Et à l'inverse, des secteurs, actions, tels que le food and beverage, la santé, les utilities ou encore l'immobilier, qui effectivement pour leur caractère défensif et également par rapport à leur caractère lié à leur endettement plus fort, sous-performent depuis le début de l'année. Est-ce que là, on peut tirer un parallèle avec la hausse des taux d'intérêt ? Effectivement, c'est un corollaire. La hausse des taux et aujourd'hui la remontée entre autres des taux US autour de 1,5%
pèse indirectement sur les valeurs qui mécaniquement bénéficient de cette baisse des taux. Donc vous avez un effet de balancier qui bénéficie finalement, encore une fois, aux valeurs les plus cycliques et à l'inverse, pèse sur le secteur de l'immobilier coté. Donc en fonction des différents secteurs d'activité qui sont là projetés, là, on a une illustration, enfin une illustration effectivement du year to date un petit peu négatif là depuis début 2021, drivé par ce genre de configuration, quoi. Au niveau du portefeuille, disons, est-ce qu'on peut parler de valeurs qui sont rentrées, qui sont sorties, des prises de bénéfices, des changements de stratégie, ou effectivement peut-être tout simplement conserver ce qu'on a et puis... Alors on a essayé d'être agile, justement, de profiter de la liquidité et de la volatilité des marchés pour réallouer un peu le portefeuille. Alors les premiers arbitrages importants avaient été plutôt effectués en septembre 2020. On avait réaugmenté un peu notre exposition à l'immobilier de bureau. Dans un second temps, on avait également augmenté notre exposition avec l'hôtellerie. On avait mentionné Pandox la dernière fois qu'on s'était vu. Et à l'inverse, le rebond a été pour nous très fort, peut-être trop. Et on a eu tendance justement à prendre nos bénéfices, à reprendre des bénéfices sur ces valeurs les plus cycliques, aujourd'hui où on considère qu'on n'a pas forcément beaucoup d'upside. Il y a également des éléments plus liés à des valeurs en particulier, je pense à CAIMO. Vous voyez notre exposition de bureau aujourd'hui qui est seulement de 5%. Elle s'explique en partie donc à l'offre qu'a faite Starwood, donc un acteur de private equity, sur CAIMO. CAIMO qui était une valeur qui était dans notre top 10 il y a encore 2 mois. Et on a décidé, suite à l'offre de Starwood proche de l'ANR, de céder nos titres pour réarbitrer sur des valeurs qui, pour nous, présentaient un potentiel de hausse plus important. On a également aussi pris quelques bénéfices sur des garde-meubles. Je pense à Shurgard, qu'on avait également présenté. On a beaucoup parlé, oui. Exactement. Les garde-meubles ont vraiment prouvé au cours de cette crise du coronavirus leur caractère très résilient dans cet élément. Et avec un stock qui effectivement a bien performé, on a pris nos bénéfices sur Shurgard. Et à l'inverse, et ça va faire écho un peu à ce qu'on a fait plutôt récemment, on continue de garder finalement cette quille avec une forte pondération résidentielle et logistique. Logistique puisque c'est un gagnant évident de la développement du e-commerce et de la digitalisation de nos économies. Et le résidentiel pour son caractère défensif et le point d'entrée qui aujourd'hui nous paraît très attractif. Je pense au résidentiel, ça peut être le résidentiel UK avec un acteur comme Grainger qu'on a justement augmenté en termes de pondération. Mais on pense également au résidentiel régulé que l'on a en Allemagne ou en Suède où nous étions déjà bien exposés et où nous avons eu tendance à renforcer cette exposition justement compte tenu des niveaux de valorisation qui nous paraissaient très attractifs. Voilà, alors on peut encadrer un petit peu ce que tu dis à l'oral par rapport à ce qui est projeté. On a quand même, disons, un encours 40%, autour de 40% sur l'Allemagne, 22% sur les pays scandinaves, à peu près 13% sur la France et un 11% sur le UK. Et si on regarde par secteur, disons, on a quand même 43% sur le résidentiel, 24% sur la logistique et toujours 17% sur les investissements de niche. Alors, si on part du principe que, effectivement, pour 2021, le résidentiel, l'allemand et scandinave restent très, très prégnants, la surexposition logistique et à l'e-commerce, à contrario des centres commerciaux, et bien sûr le maintien d'investissement dans les niches, est-ce qu'on peut peut-être focuser sur une valeur qui représente presque 10% en fin de compte du portefeuille et qui a un parcours négatif depuis le début de l'année, mais qui s'appelle Vonovia. Est-ce qu'on peut un peu zoomer sur Vonovia ? Alors clairement, oui, Vonovia est une de très fortes convictions. Donc c'est ça a l'air en tout cas. Hein. Oui, complètement. C'est donc un portefeuille, donc c'est la plus grosse foncière cotée en Europe. Vous avez plus de 415 000 unités donc, locatives dans le résidentiel chez Vonovia. C'est près de 56 milliards donc, de valorisation du portefeuille. Si vous regardez sur la carte à droite, en termes d'exposition géographique pour le moment, vous avez donc un biais assez fort sur l'Allemagne puisque c'est 84% donc, des revenus, 10% sur la Suède et 5% sur l'Autriche. Vous avez aujourd'hui un groupe qui s'est constitué à la fois en termes de développement organique, avec le rachat entre autres de Bouvog pour la partie promotion, et également par croissance externe, justement avec des acquisitions, je pense à Victoria Park en 2018 ou Embla en 2019, qui a permis au groupe Vonovia de se diversifier à l'international, et en particulier à la Suède, qui est un marché justement où Vonovia considère qu'il y a un très fort potentiel d'appréciation. Ce qu'on apprécie vraiment chez Vonovia, c'est qu'aujourd'hui, on a une croissance structurelle. On est sur des marchés régulés. Vous avez une croissance des loyers qui serait de l'ordre de 3%
d'ici 2025. On a un taux de vacances qui est extrêmement faible. Vous avez un taux d'endettement qui est tout à fait satisfaisant, autour de 41% donc de LTV. Et on a justement un pipeline de développement très important, lié entre autres à l'historique suite à l'acquisition de Bouvog, avec plus de 3000 unités livrées par an. Une rotation des actifs avec des cessions qui permettent de réintégrer du cash pour réinvestir dans de nouveaux développements. Et enfin, aujourd'hui, un niveau de valorisation extrêmement attractif, qui nous paraît extrêmement attractif, puisque la valeur se traite aujourd'hui avec 10% de son ANR au 31/12/2020, et que si on projette sur une croissance de l'ANR de l'ordre de 10% par an, on a un potentiel de plus de 20%, 25% sur Vonovia. Donc on est vraiment sur une valeur qui est liquide et positionnée sur des actifs en croissance, régulés, où justement on a un profil vraiment qui nous paraît très défensif, et dans une perspective d'un contexte où les taux resteraient globalement bas, on a vraiment un risk-reward qui nous paraît très attractif. Ce qu'on peut retenir, en fin de compte, comme le dit l'adage, c'est comme au foot, hein, c'est 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et chez nous, on appelle ça Deutsche Qualität, hein, donc ça a l'air plutôt bien orienté. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de conviction dans ce que tu nous décris, quoi. À la lumière de ça, sur les autres, je crois que tu veux aussi nous parler d'autres valeurs, non? Alors, il y a d'autres valeurs dans le résidentiel. On a mentionné Granger au UK, également bien positionné, qui traite avec également 10 à 15% de décote, une croissance des loyers autour de 2,5-3%, un pipeline de développement important. Vous avez finalement une multitude d'acteurs. Il y a Balder aussi en Scandinavie, ou Kojamo en Finlande, qui aujourd'hui également traite sur décote par rapport à son ANR au 31/12. Donc vous avez l'ensemble de ces valeurs résidentielles qui pour nous sont extrêmement défensives et ont un profil de croissance, et pour autant se traitent aujourd'hui avec une décote. Donc on a vraiment pour nous un très bon point d'entrée sur ces valeurs résidentielles. Ce ne sont pas les seules. On a également toujours la logistique. On avait beaucoup parlé de Cigro par le passé, entre autres de son exposition logistique urbaine. On reste très positif sur Cigro. On a également une foncière un peu plus proche, puisqu'il y a Argan, qui a toujours été plus ou moins une valeur dans notre top 10. Donc c'est une foncière cotée logistique en France, qui a plus de 3 milliards d'actifs. Elle a effectué l'acquisition d'un portefeuille qui s'appelait le portefeuille Cargo. C'était les actifs de Carrefour Logistique, donc 22 actifs. Donc il y avait vraiment eu un changement de dimension dans cette société Argan, puisqu'aujourd'hui ce portefeuille représentait presque un tiers des revenus. Vous avez un biais justement sur la partie alimentaire, croissance, qui reste fort. Et on a cette activité chez Argan, donc c'est une entreprise familiale qui généralement génère aussi une certaine rotation d'actifs avec des cessions à des rendements de capitalisation plus bas et un développement à ce qu'on appelle des yield on cost, donc des coûts de développement plutôt autour de 6%. Donc on a vraiment une entreprise qui est extrêmement bien gérée, avec en plus un profil ESG assez fort, puisque depuis 2018, tous les développements sont effectués finalement maintenant avec des panneaux solaires sur le toit, et on a de plus en plus la volonté de faire des développements à neutralité carbone. On comprend qu'il y a un peu de place sur les toits, et la note verte, l'ESG apporte, disons, une vraie valeur. Je crois que sur les investissements de niche, tu veux nous parler de SBB, je crois aussi, hein? Oui, alors SBB, c'est un acteur scandinave. Alors, on a vraiment aujourd'hui cette difficulté, effectivement. C'est imprononçable, hein, c'est pour ça que j'ai dit SBB. Hein. Oui, exactement. Moi non plus, j'y arrive pas. Si vous deviez prendre les initiales de SBB, ce serait très compliqué, c'est en suédois. Mais voilà, on va rester sur SBB. Toute la difficulté, encore une fois, aujourd'hui, c'est de ne pas avoir la possibilité d'aller sur le terrain, de rester au contact finalement des différents brokers, des différents acteurs locaux. Pour autant, on reste toujours par le téléphone, par mail, en contact avec ces différents acteurs-là. Et SBB, pour nous, est un acteur qu'on apprécie beaucoup sur la partie scandinave, puisqu'il est exposé à des actifs qui sont souvent des actifs avec des baux de très long terme, et des locataires donc de très grande qualité, puisque ce sont les États, en l'occurrence les États norvégiens et suédois, qui représentent presque 32% des loyers chez SBB. Donc vous avez finalement une certaine garantie par rapport à la qualité de signature de vos locataires. Et en face, vous avez également un acteur qui possède d'importantes réserves foncières, en particulier dans le résidentiel. Donc chez SBB, vous avez 3/4 qui sont exposés plutôt à des actifs associés à des activités de service. On mentionnait donc les écoles, les collèges pour 26%, les mairies ou les bureaux administratifs pour 14%, des maisons de retraite, des commissariats, des tribunaux, mais également 25% d'exposition au résidentiel. Et je fais un peu la boucle par rapport à ce qu'on disait précédemment. On reste, nous, positifs sur la thématique résidentielle,
thématique résidentielle en Suède en particulier, puisque c'est un marché régulé avec un fort potentiel d'appréciation. Et vous avez un acteur qui aujourd'hui possède un pipeline de développement de près de 57 milliards de couronnes suédoises, donc avec ce qu'on appelle des building rights, donc des droits et des réserves foncières importantes qui permettent justement de faire des développements plutôt à usage mixte, crèche, école, éventuellement commissariat, un peu de commerce et du résidentiel. Donc ce sont ces nouveaux projets d'aménagement urbain, de mixité urbaine qui sont très en vogue aujourd'hui justement et auxquels SBB finalement apporte généralement une solution un peu clé en main pour les mairies ou pour les municipalités. Ok, donc en gros, hein, on a balayé 43% résidentiel, on a parlé de Vonovia, hein, qui est un gros poste avec beaucoup de conviction, on a parlé de 24% de logistique avec Argan comme illustration, on a parlé de 17% de niche avec SBB à l'instant, là on est à peu près à 85% d'investissement sur le portefeuille. Le portefeuille est investi globalement presque à 100%, hein, je crois, hein. Je dirais ce qu'on peut dire toute voile dehors, disons, donc on est prêt à recevoir le vent positif. Voilà. Alors, à la lumière de tout ça, est-ce qu'on peut poser des perspectives de résilience potentielle dans un avenir proche ou moyen terme, disons, par rapport à toutes ces positions et le year to date constaté aujourd'hui? Alors, c'est quoi le conseil? On a du mal à l'arrêter. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais il y a effectivement, pour moi, un très bon point d'entrée actuellement sur le secteur. On a eu un secteur qui a baissé, donc ça n'a pas été un très bon cru 2020 puisqu'on a eu une baisse donc, du secteur de 10% pour la raison qu'effectivement il n'était pas assez défensif. Et cette année, on dirait il baisse parce qu'il n'est peut-être pas assez cyclique. Alors on a un peu cette double peine, alors même que pour moi les taux vont rester dans des niveaux qui vont rester historiquement bas. Et compte tenu de ces éléments-là et du potentiel qui pour moi me paraît intact en termes de croissance sur la partie e-commerce et intact sur la croissance sur la partie résidentielle, je pense vraiment qu'on a un très bon point d'entrée. Donc, difficile pour moi de vous dire précisément quelle va être l'appréciation ou la performance du secteur sur l'année 2021. Je n'ai pas de boule de cristal, c'est un peu toujours la difficulté des choses. Personne ne te le demande. Personne. Par contre, sur la partie des fondamentaux, que ce soit Vonovia, LEG, Balder en Suède ou encore Kojamo, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un potentiel d'appréciation assez significatif. Alors, significatif, on n'est pas forcément sur le secteur de la tech où on va faire x2 ou x3. On est sur de l'immobilier, donc on est sur des choses quand même qui restent assez défensives et avec des variations moindres. Donc, mais un potentiel d'appréciation de 20% sur ces valeurs-là me paraît pas du tout exagéré. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a en portefeuille, hein, puisque je dirais les positions sont prises, elles sont tenues, elles sont expliquées, elles sont illustrées, elles sont faites avec beaucoup de conviction. Et je dirais la récurrence de nos interventions et de nos webinaires permettent à vous tous qui nous suivez maintenant depuis un petit bout de temps de façon assez récurrente aussi, de constater que ce qui est dit est fait et ce qui est fait est dit et vice-versa. Donc voilà, il y a beaucoup de conviction dans le discours. Et une des facilités, disons, c'est justement l'investissement. Alors toujours pas beaucoup de déplacements, je pense. Alexis, mais c'est d'avoir une connaissance précise de l'endroit, du marché et de ce qui peut s'y passer. Donc ça on te fait confiance sur tout ça. Voilà, donc un petit peu, je dirais, la difficulté de pas être vraiment toute voile dehors à vous dire, bon, il faut y aller, bien évidemment, avec toutes les précautions d'usage, mais à la lecture objective du portefeuille tel qu'il est construit et tel qu'il a été géré dans le temps, manifestement peut-être en termes de diversification, bien évidemment toujours, hein, plus que jamais, peut-être un timing d'entrée moyen terme sur un fonds qui a beaucoup de liquidité, de liquidité dans le sens qui permet de se retourner et d'arbitrer. C'est une des spécificités de ce fonds qui se veut un fonds immobilier, mais d'immobilier de société cotée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant une ou deux questions. Un message encore à faire passer, mais je pense que le message était bien clair. Non, voilà. Il est important, mais c'est celui-là. Le message était bien clair. Alors, il y a une question qui fait partie un petit peu de l'organisation de nos week-ends et nos vacances potentielles, disons, à nous tous, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de partir, on voudrait bien, le retour du printemps et tout, ça a l'air quand même sympa. L'hôtellerie, je ne sais pas si sur ce sujet-là, il y a quelque chose à dire par rapport, peut-être des choses que tu aurais en portefeuille ou pas, une appréciation, disons, mais l'immobilier de l'hôtellerie, disons, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on avait parlé du cas Pandox, donc qui était une valeur de l'hôtellerie scandinave qu'on a réintégré en portefeuille en fin d'année dernière. Et c'est vrai que sur l'immobilier coté, tout va très très vite.
Donc il faut à la fois vraiment être assez agile. Et les performances, entre autres de Pandox, on a eu une progression qui a été de l'ordre de 60% depuis le point bas. Donc on est vraiment sur des performances qui ont été extrêmement fortes et très rapides. Et c'est vrai que le deuxième confinement qu'on a eu depuis, et même les premiers chiffres qu'on a en termes de taux d'occupation sur janvier et sur février, ne m'amènent pas fondamentalement à avoir de l'upside aujourd'hui sur les niveaux de valorisation actuels. Donc c'est à la fois c'est un peu un cliché sur les marchés boursiers, on a toujours une exagération à la baisse, une exagération à la hausse. Ce qu'on n'a pas du tout par exemple pour l'immobilier papier, la pierre papier plus SCPI ou OPCI, où vous n'avez pas forcément ces effets de marché moins 40, plus 30. Et là, typiquement pour l'hôtellerie, nous avons pris nos bénéfices sur Pandox pour la simple et bonne raison que les derniers chiffres publiés sur les taux d'occupation sont proches de 25%. Et même si on se projette aujourd'hui sur un retour à une situation plus normale, admettons d'ici le mois de mai, d'ici le mois de juin, grâce justement à la vaccination, on n'arrive pas aujourd'hui à avoir des potentiels haussiers aussi importants que ce qu'on pourrait avoir sur le résidentiel. En tout cas, le risque, vous avez encore une décote qui est de l'ordre de 20-25% sur ces actifs-là. Et pour autant, je vais avoir quasiment le même potentiel haussier, mais pour un risque qui, moi, me paraît plus important, puisque j'ai du mal à précisément me projeter sur le taux de retour à la normale, entre autres pour l'hôtellerie. Donc il y aura toujours effectivement le coût que peut avoir l'absence de touristes. Deux, il y aura effectivement, est-ce que dans notre façon de travailler demain, et des différentes discussions que j'ai effectivement avec différents acteurs du secteur, quel que soit leur secteur d'activité, industrie, médias, finance, on sait pertinemment que demain, le nombre de voyages que l'on fera sera certainement moindre que par le passé. Donc cet élément-là, il est difficilement quantifiable. En tout cas, il aura un coût, il pèsera à la marge sur les taux d'occupation des différents hôtels. Alors, tout dépend encore une fois de la typologie et du profil des différents hôtels. Pour autant, aujourd'hui, on ne voit pas forcément un point d'entrée attractif sur les différentes foncières d'hôtellerie. Ok. Bah écoute, dans un premier temps, merci pour la conviction que tu mets toujours dans les réponses et la façon dont tu les étayes. Voilà, bah écoutez, je crois que on se donne rendez-vous au début de l'été. On se revoit, je crois, en juin pour refaire un point d'étape et pour rebattre peut-être les cartes ou pas, et puis acter justement tout ce qui a été décrit ce matin. On vous remercie pour votre assiduité, parce qu'on sait que vous êtes assez régulièrement avec nous, à l'aune en fin de compte et à l'instar de ce qui se pratique sur les autres fonds dont on assure la commercialisation et l'animation, que ce soit CM-AM Global Gold ou CM-AM Global Leaders ou Flexi Gestion Patrimoine sur tout ce qui est gestion flexible, ou alors le fonds de la BLI, Global Flexible de Guy Wagner. Encore merci et bah, écoutez, avec beaucoup de courage pour accompagner cette période printanière, et on vous dit à très bientôt. Merci Pascal.